Bonjour, aujourd'hui on se penche sur la perspective fascinante du docteur Ramzi Barou à propos de la grande bataille pour le récit palestinien. L'idée, c'est que la voix palestinienne se fait de plus en plus entendre, mais paradoxalement, ça amène de tout nouveaux défis. Et ils sont assez complexes. OK, allons-y. Cette citation du docteur Baroud met vraiment la table. La voix palestinienne est en train de prendre sa place au centre du débat, ce qui est énorme. Mais c'est là que ça se complique. Avec cette nouvelle visibilité, un vrai casse-tête apparaît. Comment s'assurer que les voix qu'on met de l'avant sont vraiment authentiques? On entre donc dans le cœur du problème. Selon l'analyse du Dr Baroud, à mesure que la perspective palestinienne gagne du terrain, il y a un risque bien réel qu'elle soit détournée ou déformée par des voix qui, au fond, ne sont pas authentiques et qui sont souvent propulsées par des groupes avec leurs propres agendas. Et voilà le point crucial. Ce n'est pas parce qu'une personne est palestinienne qu'elle représente automatiquement la lutte collective. Il faut faire attention. Des conflits internes, des intérêts personnels ou des pressions de l'extérieur peuvent venir brouiller le message et l'éloigner de la réalité vécue sur le terrain. Ça nous amène à la grande question, mais comment on fait alors pour faire la différence entre une voix authentique et une autre qui l'est moins? L'analyse propose une distinction vraiment claire, en se basant sur des concepts qui existent déjà. Le premier concept, c'est celui de l'informateur autochtone. C'est une idée développée par Edward Said. En gros, c'est une personne qui vient de la communauté, qui en a l'air, qui en parle la langue, mais qui, en réalité, a été cooptée par des organisations externes. Son rôle, présenter une version d'histoire qui sert des intérêts étrangers à ceux de son propre peuple. Et de l'autre côté, on a les intellectuels organiques. Eux, ce sont les vrais représentants selon cette perspective. Et attention, le mot intellectuel ici ne veut pas juste dire des profs d'université, non, ça inclut tout le monde sur le terrain, les journalistes, les étudiants, les artistes, les gens ordinaires qui vivent la lutte au quotidien à Gaza et en Cisjordanie et qui racontent cette réalité-là. La différence est donc assez frappante. D'un côté, on a des voix qui risquent d'être modelées par des intérêts externes, et de l'autre, des récits qui émergent directement du vécu de la lutte de tous les jours. C'est une distinction qui est vraiment essentielle pour bien saisir les enjeux actuels. Et la diaspora palestinienne dans tout ça, quel est son rôle? L'analyse est très claire là-dessus. Le but, ce n'est pas de parler à la place des gens sur le terrain. C'est plutôt d'agir comme un pont, un mégaphone. Leur mission, c'est de bâtir des plateformes, d'amplifier les voix qui viennent directement de là-bas et de protéger l'espace où ces histoires peuvent être entendues sans filtre. Bon, une fois qu'on a identifié qui devrait parler, la prochaine question, c'est de quoi parle-t-on? Quel est le message central? D'après l'analyse, tout tourne autour de l'histoire et de la signification profonde de la résistance palestinienne. Ici, on explore l'idée que la résistance palestinienne, c'est un héritage qui date pas d'hier. C'est quelque chose de beaucoup plus large et ancien que n'importe quel groupe politique qu'on connaît aujourd'hui. Justement, contrairement à ce qu'on entend souvent, la résistance palestinienne n'a pas commencé avec le Hamas en 1987. Ça remonte à bien plus loin. On part de grève générale contre le colonialisme britannique dans les années 30, de mouvements de libération laïque et socialiste. Bref, c'est une longue histoire de lutte qui a pris plein de formes différentes au fil du temps. Et ça, c'est un point vraiment fondamental de l'analyse. Quand on réduit toute la question palestinienne à un seul groupe comme le Hamas, on tombe dans la propagande. C'est une simplification qui en fait efface des décennies d'histoire et toute la diversité des mouvements de résistance qui ont existé et qui existent encore. L'analyse fait aussi un lien très direct entre la résistance populaire et la résistance armée. L'une ne peut pas vraiment être comprise sans l'autre. Souvent, la lutte armée, c'est ce qui arrive quand un soulèvement populaire est réprimé dans la violence et que la communauté internationale reste silencieuse. Alors, où est la solution? La dernière partie de l'analyse se tourne vers un acteur qui, selon la source, est en train de complètement changer la donne, la société civile partout dans le monde. Le constat est assez simple. Les gouvernements et les grandes institutions internationales n'arrivent pas à régler la situation. Alors, la société civile a senti qu'elle devait prendre le relais. Elle n'est plus juste là pour appuyer, elle est devenue un joueur clé. Et son action est très concrète. On ne parle pas juste de manifestations. La société civile fait de la recherche pour les cours internationales, elle organise des actions économiques comme des boycotts, elle tente de briser des sièges, elle est en train de redéfinir le débat, tant sur le plan politique que juridique. Et cette citation-là, elle résume tout. Des projets comme le tribunal sur Gaza, par exemple, ne cherchent pas à remplacer les institutions officielles. C'est plutôt une façon de leur montrer le chemin, de créer un modèle pour dire « Regardez, voilà à quoi la justice pourrait et devrait ressembler ». C'est comme un prototype de la justice. Et on termine avec ça. On est peut-être en train d'assister à un moment charnière.
La société civile ne fait plus que demander la justice, elle est en train de créer ses propres outils pour l'obtenir. La grande question qui reste, c'est est-ce que ces initiatives citoyennes vont réussir à créer des précédents assez forts pour transformer le droit international de demain? L'avenir nous dira.